Un type de 30 ans, en short et en t-shirt, mal coiffé, qui jouait aux jeux vidéo pendant les visioconférences avec les investisseurs et qui dormait sur un pouf au milieu de l'open space, a réussi à voler 8 milliards de dollars. En 3 ans, il a construit la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies du monde. 32 milliards de dollars de valorisation. Une pub au Super Bowl, un stade de la NBA à son nom. Des centaines de milliers de clients qui lui confiaient leurs économies. Bref, voyez le tableau. Mais en novembre 2022, tout s'est effondré en une semaine. Environ 8 milliards de dollars appartenant aux clients ont disparu. Cet homme, c'est Sam Bankman-Fried et il purge aujourd'hui 25 ans de prison. Et vous allez le voir, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, au-delà de la fraude, c'est qu'il existe 2 livres majeurs sur lui, écrits par 2 journalistes, sortis à quelques semaines d'écart, et bizarrement, ils ne racontent pas du tout la même histoire. Oh là la communauté, comment allez-vous? Alors, avant les livres, il faut que vous compreniez l'histoire. Sam, qu'on appelle SBF, est fils de 2 professeurs de droit à Stanford. Il fait le MIT, il sort en physique et en mathématiques. Il atterrit chez un fonds de trading à New York où il apprend une chose principale: comment gagner de l'argent sur des écarts de prix minuscules répétés des millions de fois. En 2017, il repère quelque chose. Le Bitcoin se vend nettement plus cher au Japon qu'aux États-Unis. Il suffit d'acheter d'un côté et de vendre de l'autre. Il monte donc un fonds qu'il appelle Alameda Research. 2 ans plus tard, en 2019, il crée une deuxième entreprise, une plateforme d'échange, cette fois où n'importe qui peut acheter et vendre des crypto-monnaies, et il l'appellera FTX. Et là, retenez bien ce point parce qu'il est important. D'un côté, vous avez FTX, une plateforme où des clients déposent leur argent pour échanger des crypto-monnaies. De l'autre, Alameda, un fonds qui spécule avec son propre argent, prend des risques et donc gagne ou perd. 2 entreprises, un seul propriétaire, lui. Maintenant, la partie qui va commencer à poser problème, FTX émettait sa propre monnaie, un jeton appelé FTT, que la plateforme créait elle-même à partir de rien. Ce jeton avait un coût, il s'échangeait, il valait quelque chose sur le papier. Sauf que sa valeur reposait entièrement sur la santé de FTX, c'est-à-dire logiquement sur l'entreprise qui le fabriquait. Et Alameda détenait une énorme quantité de ces jetons qu'elle inscrivait à son bilan comme un actif solide. Je vous le traduis parce que je sais c'est pas évident. L'entreprise numéro 2 affichait sa bonne santé financière grâce à un actif fabriqué par l'entreprise numéro 1 qui appartenait au même homme. Ouais, vous commencez peut-être à sentir que ça pue là. En novembre 2022, un média spécialisé publie une fuite du bilan d'Alameda et le monde découvre cette dépendance. Un concurrent, le patron de la plus grosse plateforme mondiale, annonce alors publiquement qu'il vend tous ses jetons FTT. Quand il y a une si grosse vente, qu'est-ce qu'il se passe en crypto-monnaie? Bêtement, le cours s'effondre. Et en général, quand le cours s'effondre, il y a panique. C'est ce qui va se passer aussi. Les clients de FTX vont prendre peur et vouloir récupérer leur argent tous en même temps. Et là, devinez la suite. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'argent a disparu. Il avait été transféré à Alameda pour couvrir ses pertes, pour financer des investissements, pour acheter de l'immobilier aux Bahamas, pour payer des célébrités, des campagnes politiques, rien de très glorieux quoi. 8 milliards de dollars de fonds clients manquants. FTX dépose le bilan en une semaine. En novembre 2023, Sam est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, dont fraude électronique et complot. Et en mars 2024, il est condamné à 25 ans de prison, plus 11 milliards de dollars de confiscation. Il fait appel en juin 2026, la Cour d'appel rejette son recours à l'unanimité en écrivant qu'il a été le principal moteur de l'une des plus grandes fraudes jamais enregistrées. Voilà les faits. Bien sûr, j'ai survolé l'histoire, mais l'important c'est que vous le compreniez dans son ensemble. Et maintenant, avant de passer à la question intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Bref, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la tête de cet homme? Je vous l'ai dit, 2 livres répondent à cette question. Alors parlons du premier livre qui s'appelle Going Infinité de Michael Lewis, sorti en octobre 2023. Michael Lewis, vous connaissez probablement son travail, même si vous ne connaissez pas son nom. C'est celui qui a écrit The Big Short sur la crise des subprimes et Moneyball. Et il a eu une chance inouïe, ou une malchance, selon mon point de vue.
il avait commencé à suivre Sam plusieurs mois avant l'effondrement pour un livre sur ce jeune prodige, justement. Il était donc physiquement présent à l'intérieur quand tout s'est écroulé. Mais selon Lewis, Sam n'était pas un escroc au sens classique. Ce n'est pas quelqu'un qui a bâti un système dans le but de voler. C'est quelqu'un dont le cerveau fonctionne entièrement en probabilité et en espérance de gain. Pour lui, chaque décision se réduit à un calcul. Quelle est la probabilité? Quel est le gain? Quel est le résultat espéré? Et si l'espérance est positive, il y allait, quelle que soit la probabilité de tout perdre. Lewis décrit un homme qui littéralement acceptait un pari où il y avait une chance sur deux de détruire le monde ou une chance sur deux de le rendre 2 fois meilleur. Ce serait donc, selon lui, simplement un problème de logique interne. Simplement. Deuxième élément de la thèse de Lewis, l'absence totale d'organisation. Il décrit une entreprise valorisée à 32 milliards de dollars, sans directeur financier, sans comptabilité réelle, sans conseil d'administration digne de ce nom, sans service juridique, fonctionnel, etc. Des décisions prises dans des groupes de discussion, c'est tout. Des milliards de dollars gérés sur des tableurs Excel. Selon Lewis, personne chez FTX ne savait précisément combien il y avait d'argent, ni où il était, pas parce qu'on le cachait, parce que personne n'avait jamais construit le système qui aurait permis de le savoir. Et troisième et dernier élément, l'altruisme efficace. C'est un courant de pensée né dans les universités anglo-saxonnes qui dit en gros ceci. Si vous voulez faire le bien, ne devenez pas travailleur humanitaire, gagnez le plus d'argent possible et donnez-le à des causes les plus efficaces mesurées en vie sauvée par euro dépensé. Sam m'expliquait d'ailleurs qu'il vivait modestement, qu'il roulait par exemple en Toyota, que sa fortune n'était qu'un moyen de faire le bien, c'est tout. Lewis prend ça au sérieux, selon lui, SBF y croyait réellement, et si vous êtes convaincu que votre argent va sauver des millions de vies, alors prendre des risques énormes avec l'argent des autres devient, dans votre logique interne, moralement justifiable. La conclusion de Lewis, c'est donc incompétence, chaos et démesure morale, mais pas un plan criminel. Parlons maintenant du deuxième livre, Number Go Up de Ziki Faux, sorti quelques semaines avant celui de Lewis. Faux est journaliste d'investigation chez Bloomberg, et son projet est l'exact inverse de celui de Lewis. Il n'a pas suivi un homme, il a enquêté sur un secteur. Pour Faux, la question de savoir si Sam était méchant ou incompétent est une question assez secondaire. Parce que FTX n'est pas un accident dans un secteur sain, FTX est le produit normal d'un secteur construit sur la spéculation circulaire. Alors que oui, je sais, ça a l'air compliqué, mais pour simplifier, son argument central, c'est que dans une grande partie de cette industrie, la valeur ne vient de nulle part. Elle vient de l'arrivée de nouveaux acheteurs en général. Les jetons sont fabriqués à partir de rien, ils sont valorisés par les échanges entre acteurs qui ont tous intérêt à ce que le cours monte, et tant que de l'argent frais entre, tout tient debout. Faux va donc consacrer une grande partie de son enquête, non pas à FTX, mais à d'autres piliers du secteur, dont un jeton censé être adossé à des dollars réels et dont il n'a jamais pu obtenir la preuve complète des réserves. Il va même documenter autre chose qui est, dans la partie la plus dure du livre, il est allé au Cambodge enquêter sur les centres où des personnes sont retenues contre leur gré pour mener des arnaques sentimentales à la crypto-monnaie sur des victimes occidentales. Cet argent-là, il transitait aussi par le même écosystème en gros. Sa conclusion, c'est donc, ne cherchez pas le fruit pourri dans le panier, regardez plutôt le panier. Alors, 2 livres, 2 thèses différentes, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, je pense que le livre de Lewis a un vrai problème et il faut le dire clairement. Lewis a passé des mois seul avec son sujet, il a eu un accès qu'aucun autre journaliste n'a eu, et cet accès en journalisme se paie toujours d'une manière ou d'une autre. Quand vous partagez le quotidien de quelqu'un pendant des mois, vous finissez par voir le monde à travers ses yeux, d'une certaine manière. Pour vous donner un exemple concret, le livre est sorti le jour même de l'ouverture du procès et il a été très largement critiqué. Le reproche principal, Lewis raconte remarquablement bien ce que SBF ressentait, mais beaucoup moins bien ce que les clients ont perdu. Il y a des dizaines de pages sur la psychologie d'un homme et très peu sur les gens qui ont vu leurs économies disparaître du jour au lendemain. Deuxièmement, et c'est plus embêtant pour Lewis, sa thèse a été testée devant un tribunal et elle a perdu.
La défense de Sam pendant le procès, c'était exactement l'argument de Lewis. Pas un voleur, un dirigeant dépassé. Le jury n'a pas suivi. Les juges d'appel non plus, en 2026. Donc quand je vous présente la thèse de Lewis, je vous présente une hypothèse qui a été examinée sous serment avec des témoignages d'anciens dirigeants et qui a été pourtant rejetée. Troisièmement, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec la lecture facile qu'on fait de tout ça, beaucoup de gens présentent le débat comme incompétent ou criminel. Et je pense que c'est une fausse alternative. Regardez ce que la thèse de Lewis décrit réellement. Un homme qui raisonne uniquement en espérance de gain. Une entreprise sans contrôle, sans comptabilité, sans contre-pouvoir et une justification morale qui rend tout risque acceptable puisque l'argent servira le bien. Autrement dit, Lewis pense défendre son sujet en montrant qu'il n'y avait aucun garde-fou, mais l'absence de garde-fou, c'est pas une excuse, c'est justement une faute énorme. Quand vous détenez l'argent de centaines de milliers de personnes, construire les contrôles n'est pas une option de confort, c'est le travail principal. Et quatrièmement, ce qui compte vraiment pour nous, Faux a raison sur le diagnostic et c'est la leçon à retenir de cette histoire. Posez-vous une question à chaque fois qu'on vous propose un placement. D'où vient le rendement? Il n'y a que quelques réponses possibles. Une entreprise qui produit et qui vend, un bien qu'on loue, un emprunteur qui paie des intérêts, ce sont des sources externes, quelqu'un quelque part qui crée de la valeur et vous en recevez une part. Et puis, il y a l'autre réponse, le rendement vient de l'arrivée de nouveaux acheteurs. Le prix monte parce que des gens achètent et des gens achètent parce que le prix monte. Dans le premier cas, vous investissez. Dans le second cas, vous pariez sur le fait qu'il y aura toujours quelqu'un après vous. Cette question n'a rien à voir avec la crypto. Elle s'applique aux tulipes en 1637, aux actions Internet en 2000, aux subprimes en 2007, etc. La technologie change, la structure ne change pas. Bref, pour conclure, j'ai trouvé ce sujet hyper intéressant pour comprendre comment un homme peut détruire des milliards sans jamais se sentir malhonnête ou coupable. Mais surtout, pourquoi et comment tout ça, c'est possible. Parce que la vraie question n'a jamais été de savoir si Sam était un escroc. Bon, on a une petite réponse. La vraie question, c'est comment un homme de 30 ans, sans directeur financier, sans comptabilité, a pu recevoir l'argent de centaines de milliers de personnes avec la bénédiction des plus grands fonds d'investissement du monde et sans que personne ne demande à voir les comptes à un moment donné. Je trouve ça vraiment dingue. En fait, c'est une histoire de gens très sérieux, très diplômés, très bien payés, qui n'ont pas fait leur travail parce que tout le monde gagnait de l'argent. Bon, ce ne sera pas la première fois, vous allez me dire. Et pour finir, je vais vous citer une phrase que Sam a envoyée en privé à une journaliste, quelques jours après la faillite, alors qu'elle lui demandait si tout son discours sur l'éthique n'était pas juste du théâtre. Il a répondu que oui, en gros, c'était un jeu qu'il fallait jouer et que tout le monde le jouait. Alors, quoi en penser? Je vous laisse me dire en commentaire. Bref, en attendant, moi je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.